Le pôle ESE organise depuis l'année dernière une série de webinaires autour des enjeux de santé environnement qui s'appelle, cette série de webinaires s'appelle Du souffle et des idées. Et donc, elle vise à permettre aux acteurs de la santé environnement comme vous de découvrir ou d'approfondir des concepts, des enjeux en lien avec vos pratiques et tout en vous proposant de faire un peu un pas de côté par rapport à votre quotidien. Donc ce webinaire aujourd'hui, c'est le deuxième du cycle qui a débuté par un premier webinaire sur la mise en récit pour accompagner la transition des territoires, avec notamment Benoît Thévard de la Fabrique des Transitions. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le replay de ce webinaire sur le site Agir ESE. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il vous propose de découvrir la notion d'amnésie environnementale. Donc c'est une notion plutôt émergente, mais qui nous offre de nouvelles clés de lecture pour comprendre les freins à l'action face à la dégradation de notre environnement et à la perte de la biodiversité. Donc, il va s'agir dans ce webinaire de partager une compréhension commune de ce qu'est l'amnésie environnementale, de ses mécanismes, de ses causes, et d'explorer ensemble aussi des pistes d'action pratiques, comment on peut agir en tant qu'acteur éducatif et acteur de l'accompagnement pour prévenir cette perte de référence par rapport à notre environnement. Donc, nous serons pour ce webinaire en compagnie de deux intervenantes. D'une part, Laura Juillard, qui est chercheuse sur la question de la mémoire environnementale. Elle a fait sa thèse au Muséum d'histoire naturelle sur les représentations des changements environnementaux à travers la mémoire des expériences de nature au Sénégal. Donc, Laura vous présentera ses travaux. Et Charlène Gruet, qui est ergothérapeute spécialisée dans les handicaps sensoriels et qui est coordinatrice et cofondatrice de l'association Nature Essence. Donc, on a vraiment un grand plaisir d'accueillir ces deux intervenantes aujourd'hui. On vous propose un webinaire en trois parties. Donc, on aura d'abord une partie d'intervention. Donc, on laissera Laura et Charlène vous présenter leurs travaux et leurs actions. Et ensuite, vous serez mis en petits groupes pour échanger sur ce que vous avez entendu pendant cette intervention, donc vos remarques et aussi vos questions pour les intervenantes. Et ensuite, on reviendra en grand groupe pour un temps d'échange de questions-réponses avec les intervenantes. Eh bien, je vais laisser la parole à Laura d'abord et puis ensuite Charlène pour leurs interventions. Merci beaucoup Marie et bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Marie, moi je vais vous parler de ce qu'est un peu l'amnésie environnementale, vous présenter la notion sur un aspect plutôt théorique, même si je vais illustrer avec des exemples. Et puis je laisserai Charlène vous parler un peu plus du côté concret et en tout cas de ce qui peut être fait en concernant cette amnésie environnementale. Alors, pour me présenter un peu plus, je m'appelle Laura Juillard. J'ai effectivement réalisé ma thèse sur la question de la mémoire environnementale au Sénégal. Et c'est une thèse que j'ai réalisée financée par le CNRS et avec le Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Mais j'ai passé les 2 premières années de cette thèse au Sénégal pour pouvoir réaliser mon terrain. Et j'ai soutenu ma thèse en décembre 2024, ça va faire à peu près un an. Cette thèse, elle est pluridisciplinaire. J'ai à la fois intégré des méthodologies de l'écologie et des méthodologies plutôt d'anthropologie et de sociologie, puisque moi, mon parcours, c'est une école d'ingénieur agronome, donc j'ai été plutôt formée sur le côté écologie. Mais en fait, à travers mes études, eh bien, j'ai eu plutôt l'envie eh bien, d'intégrer l'aspect social et en fait le côté humain dans les questions écologiques. D'une part, puisque les humains peuvent également avoir un impact positif, mais plutôt souvent négatif sur leur environnement, mais d'autre part, puisqu'ils sont eh bien, concernés par les conditions environnementales de leur milieu. Et là, on va entrer dans des problématiques de justice environnementale, par exemple. Cet objectif de lier en fait les enjeux sociaux aux enjeux environnementaux, eh bien, je le poursuis après ma thèse dans mes autres projets de recherche. Et là, je vais commencer un contrat en janvier sur la préservation des mangroves en lien avec les populations de Mayotte. Maintenant, je vais
vous présenter un peu le programme de cette séance. Donc, il y aura une première partie pour définir un petit peu ce qu'est l'amnésie environnementale. Ensuite, je vous parlerai de ce qui explique cette amnésie environnementale, les différentes causes qui mènent à cette amnésie. Et puis, on évoquera eh bien, les différentes pistes pour lutter contre cette amnésie environnementale. Et c'est là que je laisserai la parole à Charlène pour aborder le côté plus concret des actions qui peuvent être menées. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'amnésie environnementale? Alors, cette amnésie environnementale, c'est une notion qui a été proposée par Kahn et Friedman. Donc, Peter Kahn, c'est un psychologue et Batya Friedman, c'est une chercheuse en sciences de l'information. Et ces deux chercheurs, ils ont étudié les valeurs et les relations à la nature chez des enfants d'une communauté noire pauvre de Houston dans les années 95. Et puis, ils ont réalisé des entretiens et des questionnaires avec différentes tranches d'âge chez ces enfants, donc de 5 à 7 ans, de 6 à 9 ans et de 11 à 14 ans. Donc, ils ont fait 72 enquêtes en tout. Et ces questions, elles portaient en fait bien sur différentes valeurs de la nature, différents aspects, différentes visions de la nature chez ces enfants. Et ces chercheurs, ils ont trouvé quelque chose un petit peu étrange, c'est que quand on posait la question à ces enfants de savoir ce qu'était la pollution, eh bien les enfants étaient totalement capables de définir ce qu'était la pollution, donc ils comprenaient ce qu'était la pollution. Mais par contre, quand on leur demandait si Houston était pollué, eh bien la plupart de ces enfants répondaient que non. Donc, pour info, là, on voit une photo d'Houston, mais c'est une ville qui est objectivement très polluée. Et donc, en fait, ils ont trouvé que c'était un phénomène un peu étrange. Et ils ont, pour l'expliquer, ils ont défini ce qu'ils ont appelé donc l'amnésie environnementale générationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que ces enfants-là, ils se basaient sur le Houston qu'ils avaient toujours connu depuis leur enfance et qui avait toujours été pollué. Et donc, ils manquaient d'une référence de cette ville qui était moins polluée avec d'autres conditions atmosphériques. Donc, ça veut dire qu'ils utilisaient leur vécu personnel comme point de référence pour évaluer les potentielles dégradations et la pollution. Et donc, du coup, c'est donc ce qu'on appelle l'amnésie environnementale générationnelle, qui peut être définie comme l'ignorance des conditions environnementales des générations antérieures à la naissance. Donc, ici, l'exemple, c'est avec la pollution, mais on va voir que cette amnésie environnementale, elle peut concerner d'autres conditions environnementales, telles que certaines espèces ou alors des paysages, etc. Donc ça, c'est pour le premier point, c'est pour l'amnésie environnementale générationnelle. Et puis, quelques années plus tard, une seconde étude a été menée par Papeworth et collaboratrices qui ont approfondi la notion d'amnésie environnementale parce que pour ces différents chercheurs, cette amnésie environnementale, on en parlait beaucoup, mais elle n'avait jamais vraiment été montrée. Donc du coup, ils ont cherché à montrer cette amnésie environnementale à travers trois études. Donc, je vais vous parler d'une de ces trois études. Il y a une étude qu'ils ont menée auprès de 50 habitants d'un petit village du Yorkshire, dans une région rurale. Et ils ont demandé à ces 50 habitants de citer les trois espèces les plus communes d'oiseaux actuellement et les trois espèces les plus communes d'oiseaux il y a 20 ans dans leur village. Et puis eux, par ailleurs, ils avaient des données sur les tendances de population d'oiseaux, donc ils pouvaient comparer ce qu'on allait leur dire pendant les enquêtes avec les données qu'ils avaient. Et donc, ils se sont rendus compte que certaines personnes avaient une vision statique de ces populations, c'est-à-dire que pour eux, les espèces d'oiseaux les plus communes maintenant et les espèces d'oiseaux les plus communes il y a 20 ans, c'était les mêmes espèces, alors que les tendances montraient que ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, ça leur a permis de développer une deuxième notion qui s'appelle l'amnésie environnementale personnelle, puisque là, ce n'est pas par méconnaissance des conditions passées, c'est qu'on a oublié les conditions environnementales de notre propre passé. Et donc, du coup, ça va être défini comme l'oubli des conditions environnementales vécues personnellement dans le passé. Donc, on pourrait penser que le fait de s'habituer aux changements environnementaux
comme la pollution par exemple ou la disparition de certaines espèces, eh bien c'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on est capable de s'adapter, de résister de vivre avec le changement et que ça a du bon. Mais en fait, ça a plusieurs problématiques, le fait de cette amnésie environnementale. Tout d'abord, puisque en fait, ça veut dire qu'on va s'habituer à des conditions environnementales qui sont de moins en moins favorables, à la fois eh bien, pour les espèces, les animaux, les plantes, le climat, mais c'est aussi des conditions environnementales qui sont de moins en moins favorables à la vie humaine, quand bien même on a l'impression de s'adapter. Euh, En premier lieu, ça veut dire que on va eh bien, s'habituer à des conditions qui sont de moins en moins bonnes pour la santé physique. Par exemple, on va s'habituer à des conditions de plus en plus polluées, à des conditions, à des chaleurs de plus en plus élevées, donc avec des problématiques physiques telles que des cancers, etc. Mais on va également s'habituer à la perte de certaines espèces, qui va faire qu'on va s'habituer à des fruits, à des légumes de moindre qualité. Et puis, en fait, cette amnésie environnementale, elle a également des conséquences sur la santé mentale, puisque, eh bien, le fait d'avoir accès à une nature, eh bien, cela va permettre, eh bien, à la fois des bénéfices sur, par exemple, la restauration du stress, mais également sur le développement des facultés de cognition. Chez les enfants, le développement, eh bien, des phénomènes de sociabilité, etc. Et puis, en fait, tout simplement, ça veut dire qu'on va potentiellement avoir des générations qui ne connaîtront pas certaines conditions environnementales que nous, on a connues, telles que le fait de jouer dans la neige. Et moi, je trouve ça tout simplement triste. Et puis, le deuxième danger de cette amnésie environnementale, eh bien, ah bon, si on veut imager, en fait, le fait de s'habituer à ces conditions, c'est un peu comme si on mettait une grenouille dans de l'eau qui est mise à bouillir et que la grenouille s'habituait peu à peu à la température de l'eau. Donc on peut se dire tant mieux, mais en fait la grenouille, elle finit ébouillantée. C'est un peu l'image qu'on donne généralement. Et donc, le deuxième danger de cette amnésie environnementale, eh bien, c'est le fait de s'habituer peu à peu à la dégradation de la nature, voire à la disparition de la nature, et donc, en fait, d'avoir de moins en moins d'empathie pour cette nature, puisqu'on ne la croise plus dans notre quotidien, et donc avoir de moins en moins l'envie de chercher à la protéger. Donc c'est l'exemple qui est également donné, c'est le fait que quand on était enfant, eh bien on voyait souvent les insectes sur le pare-brise quand on partait en vacances l'été. Alors maintenant on en voit de moins en moins. Et puis on peut oublier la diversité des espèces, la diversité des habitats, etc. Et puis, pour finir, eh bien ça, c'est les dangers de l'amnésie environnementale plutôt dans la sphère publique, mais même les chercheurs qui travaillent sur l'environnement, eh bien, ils peuvent également avoir des problématiques avec cette amnésie environnementale. C'est notamment le cas dans la conservation. Donc, la conservation, c'est la discipline qui cherche à restaurer ou à protéger l'environnement. Et puis, eh bien, en même temps que Kahn et Friedman qui publiaient leur article sur l'amnésie environnementale, eh bien, Daniel Pauly, lui, a publié un article sur ce qu'il a appelé le Shifting Baseline Syndrome. Donc, si on voudrait le traduire, ce serait le syndrome de la référence changeante, qui est le fait de considérer des références trop récentes pour évaluer les changements environnementaux sans prendre en compte les changements qui ont potentiellement déjà eu lieu dans le passé. Donc lui, il montre ça avec le phénomène de la pêche, avec des chercheurs qui travaillent dans la préservation de la pêche, dans la préservation des ressources marines, pardon, et qui vont se baser sur des références trop récentes. Donc si par exemple ces chercheurs se basent sur les années 50 pour évaluer eh bien, la dégradation environnementale des milieux marins, eh bien, on voit effectivement qu'il y a moins d'espèces en 2019. Donc, on va avoir des quotas de pêche, des mesures sur la pêche qui vont prendre en compte la dégradation de 2019 et 1950. Mais en fait, ça peut complètement oublier qu'il y avait une biodiversité beaucoup plus riche dans les années 1800 et que en fait, les quotas de pêche devraient être beaucoup plus sévères comparés à ce qu'il y a comme mesures qui ont été prises en raison de ce shifting baseline syndrome. Et puis un dernier exemple sur la conservation, c'est l'exemple des programmes de suivi. Donc en Europe, on a beaucoup de programmes de suivi sur différents taxons. Un des plus anciens et des plus connus, c'est par exemple c'est les oiseaux.
Et si on prend l'exemple des suivis qui montrent eh bien, différentes courbes de tendance depuis les années 90, on peut se dire que pour ce qui concerne la courbe verte, donc la courbe des espèces communes, eh bien, certes, il y a une diminution, mais on pourrait se dire que c'est une diminution qui n'est pas si importante. Mais en fait, on n'a pas forcément de données qui sont très anciennes et on ignore complètement eh bien, comment c'était avant 1990. Donc là, on peut que spéculer. Donc on peut imaginer que la courbe était comme ça, donc une ligne droite. Donc là, effectivement, ce serait pas très grave. Mais on peut également imaginer que la courbe était eh bien beaucoup plus aiguë. Et dans ces cas-là, eh bien ça veut dire qu'il y a eu une dégradation extrêmement importante de ces populations d'oiseaux qui n'est pas prise en compte par les suivis actuels. Et ça, c'est le cas pour les oiseaux qui sont un des taxons qui est le suivi depuis le plus longtemps, alors qu'il y a certains taxons eh bien, qui sont suivis beaucoup plus récemment, comme les serpents, qui ne sont suivis que depuis les années 1980. Donc voilà, j'en ai fini sur le côté recherche et conservation. Et là, on va parler plus du grand public et notamment aborder eh bien, les causes de cette amnésie environnementale. Alors, pour commencer, je voudrais préciser que l'amnésie environnementale et de manière générale l'amnésie, c'est un phénomène normal. C'est-à-dire que notre mémoire est faite de telle manière qu'elle va sélectionner certaines informations dont on va plus se souvenir que d'autres. Puisque en fait, ce qui va faire qu'une information est particulièrement bien remémorée, c'est à quel point il y a des émotions qui sont impliquées dans l'événement vécu. Donc, plus l'événement qu'on va vivre implique des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, et bien plus on va se remémorer cet événement. C'est comme ça qu'on peut se souvenir d'événements très anciens, de notre enfance par exemple, et moins se souvenir de certaines choses qui nous sont arrivées la semaine passée, quoi. Donc c'est comme ça que fonctionne la mémoire. Ça c'est ce que je vous ai déjà dit, mais en fait, actuellement, l'amnésie environnementale est renforcée puisque nous sommes dans un contexte où on vit des changements environnementaux, alors que ce n'était pas forcément le cas dans les années précédentes. Et donc, on est amené à connaître eh bien, beaucoup de changements, à voir la disparition de nombreuses espèces, à voir de nombreuses choses qui vont changer dans notre quartier. Et donc, eh bien, peu à peu, à procéder à cette sélection d'informations et donc à en oublier une partie. Donc, l'amnésie environnementale va être renforcée par le fait qu'on vive plus de changements. Et la deuxième chose, c'est que également dans l'amnésie générationnelle, eh bien là encore, c'est normal de ne pas tout connaître des époques antérieures avant notre naissance, puisque là également, on a une sélection des informations qu'on va apprendre ou retenir plus que d'autres, mais on va assister actuellement à une transformation des informations contenues dans la mémoire environnementale, dans la transmission, et en fait, on va également assister à une transformation de cette transmission. Et pour illustrer la transformation de cette transmission, je vais vous parler un petit peu plus de ce que j'ai fait durant ma thèse. Donc, pour rappel, j'ai réalisé ma thèse au Sénégal et pour ça, j'ai réalisé ma thèse dans deux terrains d'études très différents eh bien, à Dakar et dans le Ferlo. Donc, du coup, c'est deux zones du Sénégal qui sont assez différentes, puisque Dakar, c'est la capitale du Sénégal, donc très urbanisée, comme on peut imaginer une ville comme Paris. Et le Ferlo, eh bien, c'est une zone eh bien, du Sahel sénégalais, donc une zone très enclavée où la majorité des habitants, c'est des pasteurs-peuls qui vivent principalement de l'élevage. Et donc, pour étudier ces deux zones d'études, eh bien, j'ai à la fois réalisé des entretiens, donc c'est des temps d'échange longs, donc qui ont duré une quarantaine de minutes à Dakar et environ une heure dans le Ferlo. Et puis, j'ai également réalisé eh bien, des questionnaires, donc 600 à Dakar et 300 dans le Ferlo, ce qui m'a permis en fait d'avoir des résultats aussi quantitatifs. Donc, hop, il faut que je réappuie. Voilà. Donc, dans mes enquêtes, il y a certaines personnes qui m'ont raconté qu'avant, eh bien, la mémoire environnementale se transmettait notamment beaucoup par l'oral. Donc, avec une forte prépondérance de cette manière de transmettre, comme me l'a expliqué notamment cette femme dans le Ferlo.
qui me disait, avant, on s'asseyait toujours ensemble sous un auvent, les vieilles personnes faisaient du thé et racontaient des histoires, et on les écoutait. Elle racontait des histoires, elle disait que l'époque passée était comme ceci ou cela, qu'il y avait des lions, nous étions enfants et nous les écoutions, mais nous n'avions pas vu ce qu'elle racontait. Donc on a vraiment une prégnance de ce mode de transmission orale, avec en fait presque un rituel dans la manière de raconter. Et donc, du coup, dans mes enquêtes, dans mes questionnaires, j'ai demandé à mes 900 enquêtés, eh bien, si la transmission des connaissances sur la nature avait changé de forme, et si oui, pourquoi? Et donc, dans mes deux terrains d'études, eh bien, la majorité des personnes enquêtées ont répondu que oui, la transmission des connaissances sur la nature avait changé de forme. Et donc, comme j'ai posé la question de pourquoi, eh bien, j'ai eu des éclaircissements que j'ai pu catégoriser en deux types de réponses. Donc, en vert foncé, c'est les personnes qui considèrent que actuellement, il y a eu une amélioration de la transmission des connaissances sur la nature. Et en cyan, on va dire, on a les personnes qui considèrent qu'il y a eu une régression de la transmission des connaissances sur la nature. Donc, on voit notamment qu'il y a une différence dans les lieux, puisque eh bien, dans le Ferlo, il y a eu plus de personnes qui ont considéré qu'il y avait une régression de la transmission des connaissances sur la nature comparée à Dakar. Et il y a également une différence en termes de genre, puisque les femmes ont considéré moins souvent qu'il y avait eu une amélioration de la transmission des connaissances sur la nature comparée aux hommes. Donc, pour creuser un peu plus, eh bien, j'ai regardé les réponses et les explications qui étaient données pour les deux types de réponses. Donc, pour expliquer une amélioration, à Dakar particulièrement, la plupart des personnes considéraient qu'il y avait une amélioration de la transmission des connaissances grâce à l'avènement de nouveaux outils, de nouveaux médias qui permettaient de mieux transmettre ces connaissances. Donc, c'est l'exemple que donne eh bien, cet homme que j'ai interrogé à Dakar qui disait, tu sais, j'ai ma petite fille là, oh là là, actuellement je l'appelle Wikipédia. Elle pose tellement de questions que quand elle parle, je lui dis, bon, tu prends ta tablette, tu regardes dans Wikipédia d'abord, si tu ne vois pas quelque chose là, tu reviens me demander. Donc, ça veut dire qu'on passe d'une transmission peut-être plus orale, où on allait demander au grand-père, à une transmission qui va utiliser eh bien, Internet, la tablette, les nouveaux outils numériques, etc. On a également ce type de réponse dans le Ferlo et on a un deuxième type de réponse qui est en cyan, là ici. Et c'est le fait que dans le Ferlo, eh bien, avant, il y avait peu de personnes qui étaient scolarisées et maintenant, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui sont scolarisées. Et donc, les personnes considèrent que grâce à ça, il y a eu une amélioration de la transmission des connaissances sur la nature, comme me disait cette femme. Les gens sont beaucoup plus éveillés aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école. Avant, personne ne mettait ses enfants à l'école. Et puis, il y a aussi des personnes qui considèrent qu'il y a eu une régression. J'ai essayé d'enlever la barre. Voilà. Il y a des personnes qui considèrent qu'il y a eu une régression. Et dans les deux terrains d'études, en majorité, cette régression, elle était expliquée par un désintérêt pour ce type de connaissances, donc en vert foncé. Et ce désintérêt, il avait plusieurs explications, et notamment le fait qu'aujourd'hui, les enfants, eh bien, ils utilisent beaucoup plus les téléphones, ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur les écrans, et donc ils ne s'intéressent pas à ce que leur disent leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis, en fait, il y a vraiment cette impression que les jeunes générations ne sont pas intéressées par l'apprentissage des connaissances sur la nature. Comme me disait cette femme à Dakar, les enfants ne veulent pas savoir ce qu'il y avait dans la brousse. Ils sont tous des petits blancs, ils ne veulent rien savoir. Maintenant, il n'y a aucun enfant qui te dit qu'il veut aller dans la forêt. Les enfants d'aujourd'hui préfèrent se laver, bien s'habiller et sortir dans la rue. Même si tu avais des champs ou bien si tu faisais de l'élevage, tu serais obligé d'embaucher un berger pour qu'il travaille pour toi, parce que les enfants n'acceptent pas de prendre la relève. Et puis une deuxième raison qui est donnée dans la régression, c'est notamment dans le Ferlo, en majorité dans le Ferlo, un tout petit peu à Dakar, mais beaucoup plus dans le Ferlo. C'est ce qui est ici 9,9. C'est le fait que actuellement, l'environnement a tellement changé qu'on ne peut plus transmettre ce qui existait auparavant. Et c'est ce que me disait cet homme dans le Ferlo qui me disait, ce qui permettait aux vieux de raconter des choses aux jeunes, c'était lorsque tu partais avec un vieux dans la brousse et qu'il te montrait. Mais maintenant, quand tu pars avec un vieux dans la brousse, tu ne vois pas ce que tu devrais demander aux vieux, parce qu'il n'y a plus ce qui était dans la brousse.
que ce soit les arbres, que ce soit les animaux sauvages. Donc si tu pars avec un vieux dans la brousse, il n'a rien à te montrer. Il peut te dire qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, mais il ne va pas te montrer. Donc ça, c'est les différentes explications qui sont données pour expliquer soit une régression, soit une amélioration des modes de transmission sur la nature. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les deux cas, eh bien, c'est un peu les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Donc on pourrait proposer que c'est ni une régression ni une amélioration, mais plutôt une transformation de ces modes de transmission, puisque en fait, on va avoir un même mécanisme, en fait, des modes de transmission qui vont changer, passer peut-être d'une mémoire plus orale à une mémoire plus numérique qui va utiliser des nouveaux outils, des nouveaux médias, etc. Et si on prend un peu de recul, si on va au-delà de mon terrain d'études et qu'on regarde ce qui se passe dans la bibliographie au-delà du Sénégal, eh bien on voit qu'on a également des modes de transmission qui se transforment. Donc selon plusieurs modalités. Donc, la première modalité, c'est le fait qu'on ait une augmentation de la place des médias numériques dans nos vies, avec eh bien, de plus en plus de temps d'écran, la télévision qui est plus importante, aujourd'hui les téléphones qui sont plus importants, et donc on va beaucoup moins eh bien, peut-être prêter attention aux discours plus oraux. La deuxième explication, c'est ce qu'on appelle l'accélération des modes de vie, qui a été théorisée par un philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa. Et cette accélération des modes de vie, ça veut dire qu'en fait, on va essayer eh bien, de caser un maximum d'activités dans un laps de temps de plus en plus réduit. Donc, ça veut dire qu'on va passer de moins en moins de temps sur chaque activité, ou bien qu'on va faire plusieurs tâches en même temps. Et en fait, les conséquences de ça, c'est qu'on ne va plus prendre de temps pour la contemplation ou en fait ce qu'on va appeler ne rien faire. Donc on va en fait complètement oublier ces temps de contemplation qui étaient notamment des temps où on allait contempler la nature. Par exemple, quand on prend le train où on va avoir notre téléphone ou un livre et du coup on va pas forcément regarder par la fenêtre ou par exemple le fait que on emmène de plus en plus notre téléphone aux toilettes. Alors qu'avant, c'était des temps où on ne faisait rien, entre guillemets. Et puis, le deuxième impact de cette accélération de mode de vie, c'est que du coup, on est dans un rythme de vie effréné qui est complètement décorrélé eh bien, du rythme de la nature. Et donc, cela va se traduire, par exemple, par le fait qu'on va manger des fruits de saison eh bien, toute l'année, même à des périodes qui ne sont pas la saison de ce fruit-là. On va avoir des bétails qui sont soumis à des lumières alternées pour stimuler la production, etc. Et en fait, du coup, on va être tellement décorrélé du rythme, eh bien, en fait, du rythme de la nature, eh bien, on ne va plus prêter attention aux changements qui sont lents. Par exemple, le changement de saison, ou par exemple, les arbres qui poussent, mais également, eh bien, les changements environnementaux. Et pour finir, eh bien, puisqu'on est dans des rythmes de vie de plus en plus rapides, eh bien, on va être de plus en plus décorrélé des générations précédentes qui ne vont pas forcément avoir les mêmes rythmes de vie que nous. Par exemple, eh bien, nos grands-parents ont des difficultés à utiliser les nouvelles technologies telles que les téléphones ou les ordinateurs, puisque eh bien, les changements de technologie sont tellement rapides qu'ils n'ont pas le temps de se les approprier. Et ça amène au dernier point qui est un éloignement des générations, donc à la fois social avec eh bien, du coup, ce fait qu'on crée de l'incompréhension entre les générations, et puis un éloignement géographique. Par exemple, dans mon terrain au Ferlo, puisque c'est une zone eh bien, sylvopastorale sahélienne qui est de plus en plus atteinte par les changements environnementaux, eh bien, c'est de plus en plus difficile de vivre de l'élevage, et donc il y a de plus en plus de jeunes générations qui vont vivre à Dakar. Et donc, on a un éloignement géographique qui font que les jeunes n'apprennent plus les connaissances sur la nature de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais en fait, on a le même phénomène dans des contextes plus européens avec eh bien, les jeunes générations qui vont vivre dans d'autres villes, voire dans d'autres pays. Donc là, c'était pour la partie plus amnésie environnementale générationnelle. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ce qui cause l'amnésie environnementale personnelle, qui peut notamment s'expliquer par ce qu'on appelle les expériences de nature. Donc, les expériences de nature, ça a été théorisé en premier par Pyle, Peter Pyle, qui a parlé de... non, c'est plus Peter, son prénom, je sais plus ce que c'est. Bref. Pyle qui a parlé de l'extinction de l'expérience de nature en 1993, donc
Ce chercheur, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle The Thunder Tree, dans lequel il déplore le fait qu'on ait de moins en moins de contacts intimes, profonds et marquants avec la nature. Donc, des contacts qui permettent d'avoir des expériences de nature. Et donc, cette perte d'expérience, il l'explique par deux types de phénomènes. C'est à la fois eh bien, le fait que, on va avoir de plus en plus d'activités à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, comme c'était le cas auparavant. Et puis, eh bien, le fait qu'on ait de moins en moins accès à la nature, comme le fait qu'on va aller vivre en ville. Donc ces deux types de raisons, elles ont été catégorisées ensuite par Gaston et Soga, qui ont considéré qu'il y avait à la fois une perte d'opportunités, donc de moyens pour accéder à la nature, donc par exemple le fait de vivre en ville, et puis une perte d'orientation, c'est-à-dire d'envie d'accéder à la nature, comme par exemple le fait d'être désintéressé, d'avoir envie d'accéder à d'autres types d'activités, euh, d'autres jeux, d'autres amusements, et donc de ne plus aller dans la nature. Donc en fait, c'est assez similaire à ce que moi j'ai vu dans mon terrain d'études pour expliquer le fait qu'on ne s'intéressait plus à ce que disaient les parents, les grands-parents sur la nature. Et donc, avec les conséquences dont on a déjà parlé, sur le bien-être physique et mental, sur l'empathie envers la nature, et également, eh bien, sur le fait de se rendre compte ou non qu'il y a des changements environnementaux, et puis ensuite de s'en souvenir. Mais en fait, aujourd'hui, on remet un petit peu en cause cette extinction des expériences de nature et on va plutôt parler avec certains chercheurs d'une transformation des expériences de nature. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. On a un chercheur qui s'appelle Vincent Truyon qui travaille sur les expériences de nature numériques et il a notamment travaillé sur le jeu vidéo World of Warcraft. Et il a montré que certaines personnes jouaient à ce jeu vidéo eh bien pour aller, parce qu'ils aimaient bien les espaces de nature dans le jeu vidéo World of Warcraft. Et que souvent, les personnes qui voulaient eh bien, jouer à ce jeu vidéo pour aller dans les espaces de nature, eh bien, c'était pour s'échapper de leur quotidien, s'échapper du stress de la vie de tous les jours. Et bien souvent, on peut relier ça au fait d'avoir une vie urbaine. Il a également montré, ce chercheur, que plus les personnes qui voulaient aller dans ce jeu vidéo pour accéder à la nature dans ce jeu, eh bien, c'était les personnes qui avaient le moins accès à des espaces de nature dans leur vraie vie, qui par exemple ne pouvaient pas sortir de certains quartiers ou n'avaient pas le temps d'aller dans la nature pour de vrai. Ensuite, eh bien, on peut également considérer que certains espaces de nature en ville sont également importants, comme par exemple les parcs urbains qui vont également avoir un rôle de restauration du stress, d'empathie envers la nature. Et puis, il y a d'autres espaces de nature en ville qui sont parfois moins considérés. Et par exemple, il y a une doctorante qui travaille sur la ville d'Ajaccio, qui travaille sur les friches urbaines à Ajaccio, et qui a montré eh bien, que certaines personnes allaient dans ces friches urbaines pour eh bien, avoir un espace de nature, pour faire de la cueillette. Et souvent, les personnes qui allaient dans ces friches, eh bien, c'était les personnes qui n'avaient pas les moyens, par exemple, qui n'avaient pas de voiture ou qui n'avaient pas assez d'argent pour sortir d'Ajaccio et pour aller dans les espaces plus ruraux de la Corse, alors que eh bien, certaines autres personnes considéraient que ces friches urbaines, eh bien, ce n'était pas de la vraie nature, et ces personnes-là, c'était les personnes qui avaient accès eh bien, à la campagne corse. Et puis, pour finir, eh bien, on a également des expériences de nature qui peuvent être vécues à travers la fiction. Cette fiction, elle pourrait avoir une importance à la fois sur la restauration du stress, mais également sur l'empathie envers la biodiversité. Donc, on a vraiment une importance de réfléchir à ces nouveaux récits, et notamment pour leur donner des points de vue qui ne sont plus anthropocentrés, mais qui considèrent, eh bien, qui mettent la nature un peu plus au cœur de leur récit. Et pour ça, je vais vous donner simplement un exemple d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle donc L'invention de la mer, qui est un livre dans lequel en fait les changements environnementaux, la dégradation environnementale a eu lieu et a eu lieu de telle manière qu'en fait actuellement eh bien les humains pour réussir à survivre eh bien ils ont dû s'hybrider avec des espèces d'animaux.
Donc l'introduction est par exemple écrite par un homme poulpe. Et en fait, chaque chapitre va être un récit, un poème qui va être rédigé, écrit par un de ces hybrides humains-animaux. Et en fait, ça permet de donner une voix à des animaux autres que les humains. Donc c'est un exemple de comment on peut introduire des expériences de nature dans la fiction. Et puis je vais terminer par vous parler un petit peu des, des moyens d'action, des pistes d'action contre cette amnésie environnementale. Et pour ça, je vais encore une fois vous parler un petit peu de ma thèse. Alors, donc moi dans ma thèse, j'ai pas parlé d'amnésie directement, j'ai plutôt parlé de mémoire environnementale, mais j'ai pris justement comme point de départ le fait qu'on parle tout le temps de cette amnésie, qu'on en parle en mal et qu'on considère que le fait d'avoir oublié l'environnement passé, eh bien ça conduisait à s'habituer à certains changements et à accepter ces changements en quelque sorte. Et donc, du coup, on n'a jamais testé l'hypothèse de savoir si le fait d'avoir une mémoire environnementale, ça permettait de ne pas accepter des changements environnementaux qui sont défavorables à la vie humaine et non humaine, et puis également de se rappeler potentiellement des conditions meilleures. Donc, c'est les hypothèses que je voulais un petit peu tester dans ma thèse. Et donc, pour cela, j'ai défini la mémoire environnementale un peu comme un miroir de l'amnésie, en considérant qu'il s'agit donc des souvenirs de l'environnement passé, à la fois personnellement vécus, pour faire référence à l'amnésie environnementale personnelle, ou transmis, donc pour faire référence à l'amnésie environnementale générationnelle. Et donc, je vais vous parler un petit peu de cette mémoire environnementale comme je l'ai étudiée au Sénégal. Donc la mémoire environnementale au Sénégal, quand je l'ai étudiée, j'ai pu voir que l'environnement passé, pour les populations que j'ai étudiées, il était remémoré grâce à plusieurs biais, grâce à plusieurs voies. Donc la première voie, c'est que cette mémoire environnementale, elle est remémorée grâce à des pratiques, grâce à des usages qui avaient lieu par le passé. Donc par exemple, dans le Ferlo, on se souvient d'une certaine espèce de plante, puisque cette plante, elle était utilisée pour construire des cases et qu'elle était particulièrement solide, qu'elle durait particulièrement longtemps dans le temps. Et qu'aujourd'hui, cette plante a disparu et donc du coup, les populations sont obligées d'utiliser des plantes de substitution qui tiennent moins longtemps et donc du coup ils sont obligés de refaire leur case tous les 5 ans. Un autre exemple, c'est ce que m'a raconté un pêcheur à Dakar qui me racontait que lorsqu'il était petit, son père était également pêcheur et son père partait avant qu'il soit réveillé le matin et lorsqu'il se réveillait, eh bien son père était revenu de la pêche. Et lui raconte qu'il est également devenu pêcheur, mais qu'aujourd'hui, lorsqu'il part le matin, son fils dort, et quand il rentre, son fils dort parce que il est allé se coucher et en fait, il a passé toute la journée à pêcher et que en fait, il pêche tellement longtemps pour trouver des poissons que, il ne voit jamais son fils. Donc, du coup, ça illustre bien que à travers certains usages, certaines pratiques qui se sont transformées, on se souvient que l'environnement était différent et on se rend compte des changements à travers ces usages et ces pratiques. La deuxième manière dont on se souvient de l'environnement passé, c'est toujours grâce à la transmission, grâce au récit, puisque bien qu'il y ait une transformation de cette transmission, au Sénégal, on a encore une forte prépondérance de la mémoire orale, et notamment de certaines espèces qui sont présentes dans des contes, dans des légendes, etc. Et puis le dernier point, c'est que la nature, on s'en souvient parce qu'elle faisait partie intégrante de notre milieu de vie, de notre cadre de vie, elle était intégrée dans notre quotidien. Et par exemple, il y a une personne que j'ai enquêtée à Dakar qui me racontait que quand elle était enfant, quand il y avait les oiseaux qui revenaient de migration, avec les autres enfants, ils chantaient que les oiseaux revenaient. Donc du coup, cette nature, comme elle faisait partie de la vie, on se rend compte qu'aujourd'hui, elle n'est plus présente. Donc on a cette mémoire, ces différentes voies pour se remémorer l'environnement passé.
Mais évidemment, à cause des différentes raisons que je vous ai évoquées précédemment pour expliquer l'amnésie environnementale, cette mémoire environnementale, elle est un petit peu mise en danger. Mais je vais cependant vous montrer comment cette mémoire environnementale, elle se transforme aussi. Et elle permet en fait de continuer à exister en fait. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les usages et les pratiques passées, donc aujourd'hui, on ne peut plus, par exemple, eh bien, utiliser certaines plantes, certaines espèces qui ont disparu. Et puis les personnes qui habitent à Dakar, eh bien, elles ne peuvent plus avoir de gros troupeaux, elles ne peuvent plus avoir leur ferme où elles faisaient pousser toutes leurs plantes, etc. Cependant, la plupart des Dakarois continuent à avoir des moutons qui sont élevés sur leur toit terrasse et continuent à utiliser, voire faire pousser certaines plantes, notamment une femme qui me racontait qu'elle faisait pousser de la menthe eh bien, sur les tables chez elle. Ou alors, la plupart des personnes continuent à se soigner avec des plantes, même en vivant à Dakar. Donc, on continue à avoir certains usages, certaines pratiques avec l'environnement qui permettent d'avoir une mémoire, même si l'environnement eh bien, ne favorise pas tant ces pratiques et ces usages. La deuxième adaptation, en quelque sorte, c'est également à travers la transmission et les récits qui vont se transformer, là également, puisque certaines personnes me racontaient par exemple que dans le Ferlo, eh bien, ils n'ont jamais vu de chacal, mais leur grand-père leur disait qu'il y avait des chacals avant et leur montrait des images à la télé en disant, bah, regarde, ça c'est un chacal, et avant, dans le Ferlo, il y en avait. Donc là, on n'a plus seulement une mémoire orale, on n'a plus seulement une mémoire directe, mais on a également une mémoire qui s'hybride avec des nouveaux modes de transmission, donc là, l'utilisation de la télé. Et puis, pour finir, on a toujours eh bien, la présence de la nature dans le quotidien, dans le cadre de vie. Et ça, eh bien, c'est l'exemple du baobab et des penches. Donc les penches, c'est les places centrales, soit dans les villages, soit dans les quartiers du Sénégal, où eh bien, les personnes importantes de la communauté vont se réunir sous l'ombre du baobab pour prendre des décisions importantes, pour délibérer pour régler un problème, pour établir des solutions, etc. Et donc, eh bien, quand on regarde Dakar actuellement, eh bien, c'est un milieu qui est extrêmement urbanisé, tout bétonné. Il y a vraiment très peu de végétation, mais par contre, il y a toujours ces baobabs, puisque eh bien, les communautés se battent pour garder ces baobabs, puisqu'ils sont très importants pour l'identité locale et que, en fait, ils font partie de leur cadre de vie. Donc ces trois exemples, en fait, ils montrent que bien qu'actuellement il y ait des freins à cette mémoire environnementale, qu'on ait de plus en plus de menaces qui puissent conduire à l'amnésie environnementale, en fait, il y a aussi une adaptation, une résistance qui permet en fait d'avoir toujours des contacts, des expériences de nature et qui permettent en fait de continuer à avoir une certaine forme de mémoire environnementale. Et puis je vais finir en vous parlant du fait qu'en fin de compte, pour préserver une certaine empathie, certaine curiosité envers l'environnement et qui va permettre ensuite d'avoir une mémoire environnementale, puisque on le rappelle, la mémoire c'est corrélé aux émotions, donc du coup il faut vivre des expériences de nature qui sont particulièrement eh bien, fortes en émotions pour continuer à eh bien, avoir cette mémoire environnementale. Ce qui est important, c'est la diversité, c'est de ne pas avoir un seul type d'expérience de nature, mais c'est d'en vivre plein. Et je vais vous illustrer cette diversité en plusieurs catégories. Donc, la diversité des environnements qui sont pris en compte dans ces mémoires environnementales. Donc, par exemple, quand on a commencé à parler des problématiques environnementales, ce dont on parlait beaucoup, et notamment aux États-Unis, c'était des immenses parcs euh, américains où il n'y avait aucune forme de vie humaine, où on pouvait trouver des kilomètres de forêt, etc., ou des kilomètres de rochers, etc. Mais en fait, ce qui est montré aujourd'hui, c'est que certains espaces de ces grands parcs, eh bien, en fait, sont très pauvres en biodiversité puisque c'est surtout des rochers. Alors que d'autres environnements qui sont beaucoup moins mis en avant, qui font beaucoup moins parler de ce qu'on va appeler la wilderness américaine, sont beaucoup plus riches en biodiversité et vont permettre quand même d'avoir des expériences de nature qui sont très fortes. Par exemple, eh bien, quand Pyle
parle de l'extinction de nature, donc je rappelle le fondateur de la notion d'extinction de nature, il cite l'exemple de lui, son extinction, son expérience de nature lorsqu'il était enfant, et son expérience de nature, en fait, c'était dans un fossé. Donc, c'est pas du tout une nature comme on peut l'idéaliser, comme on peut l'imaginer. Ensuite, ce qui est important, c'est une diversité dans les modes d'expérience, dans les modes de découverte de la nature. Donc, on va par exemple avoir, eh bien, par exemple, des ateliers. Vous allez peut-être être amené à faire découvrir la nature à certaines personnes, leur pointer du doigt certaines espèces, leur faire sentir certaines choses. Mais c'est également important qu'il y ait un aspect de liberté, que les personnes aient des moments pour découvrir par eux-mêmes, pour se faire en fait leur propre expérience. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y a une diversité de transmission, une diversité de personnes impliquées dans ces expériences de nature. Donc ça, c'est un travail qu'on réalise avec deux collègues qui travaillent également sur les expériences de nature. Donc moi, je leur donnais mon exemple du Sénégal, où en fait, on va avoir des enfants qui apprennent la nature grâce à la transmission de leurs grands-parents. Et puis ma collègue, qui elle travaille avec des élèves en crèche, me disait qu'il y avait une transmission qui se faisait entre les différents enfants qui apprennent entre eux, qui se montrent certaines choses entre eux et qui du coup éveillent leur curiosité à la nature entre eux. Et puis notre troisième collègue, quant à lui, eh bien, il travaille plutôt sur eh bien, des ateliers d'apprentissage de la nature chez des enfants. Et ce qu'il racontait, c'est que les enfants, lorsqu'ils rentrent le soir, ils sont extasiés par leur découverte, ils ont envie de le partager à leurs parents. Et grâce à ça, eh bien, en fait, les parents eh bien, vont également s'ouvrir, vont avoir de la curiosité pour la nature. Et puis finalement, ce qui est également important, eh bien, c'est la diversité des représentations qui sont mobilisées lorsque on parle, lorsqu'on s'intéresse à la nature. Puisque ça va être effectivement très important d'évoquer par exemple le côté spirituel avec eh bien, la valeur intrinsèque de la nature en quelque sorte, mais que parfois, eh bien, même si c'est peut-être un petit peu moins bien vu, on peut évoquer la nature utilitariste, le fait de faire des cabanes, le fait d'extraire des feuilles, de cueillir des fleurs, eh bien, ça va être également une manière d'apprendre de la nature, de la toucher, de la mobiliser, qui va permettre en fait, eh bien, de s'éveiller à cette curiosité, à cet apprentissage de la nature. Et puis, je vais finir par vous évoquer quelques pistes avant de laisser Charlène parler sur la manière dont, dans la recherche, on cherche à s'approprier la transformation de ces mémoires environnementales pour eh bien, continuer à avoir une forme d'empathie envers la nature. Donc, un des aspects qui a été particulièrement relevé ces derniers temps, c'est la prépondérance des écrans, des nouveaux médias numériques qui font un petit peu eh bien, opposition, concurrence à la nature. Et aujourd'hui, on va avoir des médias qui vont plutôt permettre d'accéder à la nature. Donc, c'est par exemple l'exemple du show The Great Moose Migration, qui est un show qui a lieu en Suède tous les ans où pendant une saison, donc pendant 3 semaines, il va y avoir des caméras qui sont fixes dans la forêt et qui sont en train de filmer un lieu de passage de migration des élans. Et donc pendant 3 semaines, les caméras vont tourner 24 heures sur 24 et retransmettre les images de ce chemin où passent des élans ou pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce show, dans lequel il se passe la plupart du temps pas grand-chose, eh bien, il a été vu durant 90 millions d'heures l'année dernière. Et donc, en fait, c'est vraiment très intéressant de voir que certaines personnes se connectent, vont regarder, vont se connecter et faire d'autres choses à côté, et vont en fait avoir une porte ouverte sur la nature, et du coup prêter attention à certaines choses auxquelles ils n'auraient pas forcément prêté attention. Par exemple, un oiseau qui va passer, un serpent qui va passer, etc. Et en fait, se reconnecter à une forme d'attention, et ce qu'on disait auparavant sur le fait de prendre le temps de regarder en fait la nature. Le deuxième exemple, c'est l'application Sauvage de ma rue. C'est une application en fait où on va proposer aux utilisateuristes
eh bien, de prendre en photo les plantes de leur rue. Et donc, du coup, ça va permettre en fait de redonner de l'attention aux plantes, à l'environnement eh bien, du quotidien, et notamment aux environnements urbains où généralement ce qu'on entend, c'est le fait que en ville, il n'y a pas de nature, ou en tout cas, c'est de la nature qui n'est pas intéressante. Et en fait, cette application, elle va permettre eh bien, de s'intéresser eh bien, à des plantes auxquelles on n'aurait jamais pris attention auparavant. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est la collection Histoire de nature. Donc, Histoire de nature, c'est un programme qui est développé entre le Muséum d'histoire naturelle de Berlin et le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui propose en fait aux utilisateurs et aux utilisatrices eh bien, d'écrire, de collecter une histoire de nature à partir d'un objet. Et donc, du coup, on va créer une collection d'objets qui racontent une histoire de nature. Et là, en fait, l'objectif, ça va être en fait de créer une communauté autour eh bien, de ces différentes histoires qui font partie du quotidien, qui sont des anecdotes, et puis autour eh bien, de l'histoire de la transformation et des changements environnementaux. Donc ces trois exemples, ils montrent comment en fait on peut chercher à ne plus faire concurrence entre les médias numériques et les expériences de nature, mais où on va plutôt prendre en compte, s'approprier cette transformation et les médias numériques pour donner envie aux personnes de retourner dans la nature et d'aller voir en fait ce qui se passe dans la vraie nature, dans les expériences directes. Et je vais laisser la parole à Charlène. Bonjour. Eh bien, merci Laura pour cette présentation et l'organisation de ce webinaire aussi qui a été introduit tout à l'heure. Voilà, moi je vais essayer de rebondir un petit peu sur des actions concrètes. Euh, et, euh, et voilà, je veux bien que tu passes à la diapo d'après, s'il te plaît, Laura. Merci. Donc, comme c'était indiqué tout à l'heure, moi je suis Charlène de l'association Nature et Sens. Donc, mon parcours, en fait, moi je suis ergothérapeute spécialisée dans les handicaps sensoriels. Et puis, un voyage m'a beaucoup questionnée sur le rapport qu'on peut avoir à la nature en fonction des lieux où on grandit, mais aussi comment on est influencé par notre propre culture. Euh, et donc ensuite, voilà, je me suis beaucoup documentée sur les liens santé-nature et justement sur cette question d'amnésie environnementale. Et donc après, ensuite, l'initiative Nature Essence a pris naissance depuis 2018. Donc nous, on est basé à Champagne-Mont-d'Or, donc sur la métropole de Lyon. Et, euh, et donc là, pour l'instant, moi, je suis cofondatrice, on est deux. Et il y a aussi 5 personnes dans le bureau. Enfin voilà, pour vous dire, c'est une petite association. Mais vraiment, l'amnésie environnementale faisait partie de nos constats qui nous ont mobilisés au départ, en fait, de cette initiative. Donc, nos actions, enfin voilà, l'idée de cette association, en tout cas, c'est d'accompagner le lien à la nature, et notamment même en ville, avec des enjeux derrière, comme je disais, de santé, de conscience écologique. Et donc, on mène une diversité d'actions qui sont, voilà, une grande partie des actions, on va dire, directement avec soit des scolaires, soit un public intergénérationnel. Donc là, des balades sensorielles, alors qui peuvent être en nature urbaine, mais sinon aussi des formats un peu plus longs de journées nature qui permettent d'aller dans des espaces de nature aux alentours de Lyon, le plus souvent accessibles en mode doux. Et puis, de plus en plus, on accompagne en fait des professionnels ou voire des bénévoles aussi à en fait accompagner plus régulièrement leur public au contact de la nature. Donc, on fait ça, par exemple, dans la démarche de l'école dehors avec des enseignants, avec le collectif Éduquer dehors 69 aussi, où on est plusieurs associations à s'être regroupées dans ce sens-là. On accompagne aussi des professionnels de santé, des professionnels euh, de l'animation. Euh, donc voilà, une diversité d'acteurs, mais c'est vraiment l'idée justement de favoriser l'expérience de nature en accompagnant en fait des personnes qui peuvent elles-mêmes accompagner leur public dehors. J'ai aussi écrit un livre en 2021 qui s'appelle Vivre la nature en ville, qui est paru aux éditions Ulmer, qui est disponible via l'association si ça vous intéresse. C'est vraiment un livre pratique pour faciliter les expériences de nature et où il y a pas mal d'invitations
Donc, je sais qu'il est utilisé soit par des particuliers, soit par des professionnels qui s'en servent comme outil d'animation. Merci. Donc voilà, ensuite j'ai essayé de vous résumer à partir de un peu aussi notre expérience au sein de l'association, mais aussi des constats que nous a présenté Laura, des pistes pour agir qui me paraissent être facilement appropriables pour des professionnels de la santé-environnement. Donc tout d'abord, la première qui me paraissait une piste possible, c'est de relier santé et conscience écologique. Enfin voilà, en écho aussi à la démarche One Health, qui est de plus en plus diffusée. Là, le visuel que j'ai mis, c'est un extrait du livre que j'ai écrit, où je m'étais basée sur une revue de littérature qui présentait les bénéfices pour la santé à vivre des expériences de nature de manière régulière. Donc voilà, on voit bien au niveau physique, voilà, le fait d'être dehors, on va plus bouger. Donc il y a l'activité physique qui va augmenter. Au niveau cognitif, ça a été évoqué par Laura aussi, comment ça va restaurer notre capacité d'attention, mais aussi par exemple notre capacité de créativité, les capacités cognitives. Voilà, je ne vais pas tout lire dans le détail, mais au niveau psychique, effectivement, la réduction du stress revient quand même beaucoup. Au niveau social, la santé sociale aussi, ça a été peut-être un peu moins évoqué. C'est vrai que par exemple en ville, les endroits où on fait le plus de rencontres, spontanément, ça va être les espaces les plus nature dans la ville. Et qui vont permettre aussi une diversité dans les rencontres, où justement les différentes générations peuvent se croiser. Donc ça peut être autant les parcs urbains que des jardins aussi partagés, par exemple. Et ça va être des lieux qui vont aussi favoriser un sentiment de responsabilité sociale, une possibilité à s'engager voilà, localement. Et donc ça, je l'ai relié aussi avec la santé écosystémique, parce que voilà, plus on va passer du temps au contact de la nature, et plus on va pouvoir développer des comportements adaptés, et notre conscience écologique qui voilà, se construit sur la base aussi de nos expériences. Donc c'était voilà, un visuel un petit peu pour résumer les bénéfices qui en étaient ressortis. Alors, je présentais ce schéma parce que finalement, pour retrouver un intérêt à sortir, comme a été évoqué Laura tout à l'heure, qu'en fait, il y a ce constat souvent de désintérêt aussi dans ce qui peut être un frein par rapport actuellement enfin dans l'aménagement environnemental, on va dire. Donc un des leviers pour agir, logiquement, c'est redonner envie. Et en fait, la porte d'entrée de la santé, finalement, elle touche facilement les personnes parce que, soit pour elles-mêmes, voilà, on a tous envie d'être en bonne santé, soit pour ses propres enfants, voilà. C'est un argument de plus, en fait, pour les inviter à aller s'intéresser à nouveau à la nature euh, de plus près. Voilà. Merci Laura. Alors, une autre piste pour agir, donc là, c'est vraiment faciliter des expériences de nature. Donc là, c'est plutôt voilà, avec les publics avec lesquels vous travaillez. Donc, j'imagine qu'il y a une diversité de métiers là, dans les personnes présentes aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette question d'inviter à vivre des expériences de nature régulières. Et donc, déjà près de chez soi, en fait. Euh, mais voilà, diversifier les lieux aussi où on peut aller. Et nous, en tant que professionnels, comment éventuellement on peut aussi accompagner nos publics le plus régulièrement dehors. Donc peut-être, voilà, ça peut être dans une partie des actions existantes que j'ai aujourd'hui, lesquelles je pourrais peut-être adapter dehors. Mais ça peut être avec les publics avec lesquels on travaille, ça peut être avec nos collègues aussi. Combien de temps assis derrière un écran je passe dans ma journée, combien de temps je pourrais peut-être adapter dehors. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire des réunions en marchant, est-ce que voilà, c'est plus inviter comment dire à relier nous nos activités professionnelles à la nature et ne pas seulement considérer que ce sont des espaces de loisirs. Ensuite, il y avait cette question de porter attention à la nature même en ville, recréer de la curiosité pour le vivant. Et là, donc l'approche sensorielle, ça peut être une des pistes possibles parce que c'est vraiment donc les sens, c'est ce qui nous permet en fait, c'est un peu nos fenêtres sur le monde. Donc ça va nous permettre d'être attentifs facilement à ce qu'on peut regarder, écouter, toucher, sentir, voir. Et notre mémoire, elle se construit aussi beaucoup en fonction des éléments sensoriels et sensorimoteurs. Donc l'intérêt est aussi de bouger, d'être dehors, d'être attentif vraiment avec nos sens à cette nature
En plus des émotions que soulevait aussi tout à l'heure Laura, tout ça, ça va être des éléments clés pour faire vivre des expériences que les personnes vont pouvoir retenir dans leur mémoire à long terme et donc participer à construire une mémoire environnementale qui soit vraiment ancrée aussi localement. Ensuite, avait la question d'encourager à partager des souvenirs de nature, inviter à mener l'enquête dans son entourage ou dans son quartier. Et donc là, c'est vraiment, nous, au cours des balades qu'on organise, voilà, il y a toujours des temps d'expérience sensorielle, des temps de partage de ressentis, où les personnes vont verbaliser, ce qui va aussi les aider à retenir, et aussi à élargir ce sur quoi elles peuvent porter leur attention grâce au groupe, parce qu'on perçoit tous des choses différentes. Euh, et puis aussi, voilà, des temps de réflexion pour aller questionner les représentations de nature. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on ne met pas tous les mêmes mots derrière la nature. Alors, pour prendre un exemple, moi, j'avais posé cette question à des élèves du CP au CM2, 6 classes que je suivais, donc ça représentait quand même 150 élèves. Et je m'étais aperçue, alors là, c'était avec des élèves d'une école à Paris, Vénissieux, un quartier près de Lyon, et près d'un grand parc urbain, mais qui n'est pas forcément très très fréquenté par les élèves dans leur quotidien. Et, ou alors pour jouer, faire du ballon, la trottinette, mais il n'y avait pas forcément dans leur témoignage beaucoup d'attention portée aux vivants dans ces lieux. Et voilà, en tout cas, ce qui m'avait questionnée, c'était que je voyais à l'âge du CP des élèves qui me disaient voilà, la nature, c'est comme nous, c'est pour vivre, pour respirer. Donc j'avais à des témoignages de nature qui étaient plutôt assez incluants finalement de l'humain dans la nature. Et puis plus les âges avançaient, plus j'avais observé que là les témoignages étaient très variés et j'avais l'impression qu'il y avait une influence plus marquée vis-à-vis de peut-être l'éducation. Enfin voilà, en tout cas, il y en a qui me disaient voilà, la nature c'est pour l'homme parce que les abeilles elles font le miel. Il y avait aussi la nature, c'est un lieu pour survivre comme dans koh. Puis il y avait aussi, voilà, la nature, c'est un lac avec des bateaux, donc plus le côté un petit peu contemplatif. Et voilà, on voyait comme ça ressortir un petit peu différents rapports en fait de la nature des enfants en quelques mots. Donc ça, bien sûr, moi je questionne aussi avec des adultes et c'est toujours intéressant de prendre conscience de qu'est-ce qu'on met effectivement derrière ce mot qui n'existe pas dans certaines cultures aussi. Donc les questionnements autour de nature, vivant, voilà. Après il y a des philosophes qui en parlent très bien si vous voulez explorer avec Baptiste Morisot par exemple. Voilà, et puis la petite photo, les photos que j'ai mis, c'était justement comment on peut inviter à toujours choisir où on porte notre attention dans le quotidien, même en ville, et donc aussi d'inviter à mettre le focus aussi vers le vivant. Merci Laura. Alors, une autre piste pour agir, donc c'est vraiment la question de l'accès à la nature et comment nous, en tant que professionnels, on peut faciliter cet accès à la nature. Déjà, nous, on a fait le choix de travailler avec des structures partenaires qui sont ancrées localement sur leur territoire. Donc, par exemple, les centres sociaux, les MJC, d'autres associations locales et notamment des associations naturalistes, mais pas que. Des communes, parfois aussi qui se regroupent entre elles pour gérer des espaces naturels sensibles. Donc là, je vais y revenir juste sur le point en dessous, mais c'est la carte de Lyon avec en grisé en fait tous les espaces naturels sensibles autour de Lyon. Donc voilà, il va par exemple y avoir des forêts, des ruisseaux, des endroits souvent assez méconnus pour les personnes qui habitent vraiment au cœur de la métropole, mais qui sont accessibles souvent en moins d'une heure en mode doux, enfin une demi-heure, une heure en transport en commun. Et donc, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est aussi de faire connaître les coins nature accessibles. Donc, que ce soit à l'échelle d'un quartier, à pied déjà, parce qu'il y a souvent des personnes qui n'ont pas toujours identifié les coins nature. Par exemple, voilà, tu parlais tout à l'heure des friches, mais aussi des parcs urbains. Ça peut être des lieux d'agriculture urbaine, des jardins partagés. Voilà, en tout cas, on essaye d'accompagner les habitants
et les lieux, ressources qui peuvent les accompagner, donc les centres sociaux, LUC, etc., à mieux identifier ces coins nature de proximité et aussi à s'intéresser à la nature déjà présente le long des rues. Donc, il y a vraiment cette idée d'accompagner une vision de la ville potentiellement vivante et donc capable d'évolution aussi dans le temps. Lieu où on peut agir pour aussi faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de nature même à l'avenir dans cette ville. Voilà, un peu inverser la tendance finalement décrite jusqu'ici. Donc voilà, l'accent mode doux, là j'ai mis le lien si jamais vous êtes dans la région de la métropole. Et oui, le dernier point, par exemple, je prends peut-être un peu trop de temps. Pas hésiter à me dire s'il y a un timing. Et voilà, encourager à laisser aussi du temps et de l'espace à la nature, parce qu'il y a souvent dans nos participants des personnes qui ont des jardins, par exemple. Et voilà, par exemple, en ce moment, c'est la période favorable si si les personnes veulent planter des arbres. Donc, on peut aussi relayer des associations vers lesquelles se tourner, qui peuvent les aider dans des actions on va dire, de réensauvagement. Voilà. Et puis aussi, ne rien faire, et ben finalement, c'est aussi des fois ce qui va être le plus favorable à la nature, parce que par exemple, si on laisse évoluer un terrain nu une vingtaine d'années, un peu plus, voilà, ça va progressivement devenir une forêt. Donc, se rappeler aussi que juste en laissant de l'espace et du temps à la nature, finalement, elle revient. Voilà, merci Laura, si tu peux passer la suite. Et donc encore une autre piste, c'est croiser les regards. Donc nous, vraiment, l'idée, c'est d'enrichir les approches en croisant, par exemple, art, santé, écologie dans la plupart de nos actions, parce que ça donne différentes portes d'entrée. Les personnes ne sont pas toujours intéressées par le côté écologie en premier, mais s'ils viennent, par exemple, à une balade sensorielle chantée, avec des chants de nature, on alterne des chansons et des temps d'échange qui vont mettre en mouvement nos représentations de la nature, et bien, finalement, on touche des personnes qui ne sont pas déjà sensibles à ces questions au départ. L'approche de la santé, pareil, ça peut être une autre porte d'entrée pour ensuite amener des enjeux écologiques. Souvent, on mobilise autant que possible des témoignages d'acteurs engagés, donc soit voilà, des jardiniers d'un jardin partagé, un professionnel qui gère un espace vert ou qui coordonne la gestion d'un espace naturel sensible. Voilà, des témoignages assez concrets, même d'associations locales qui ont souvent un regard de l'évolution des lieux aussi. Donc dans la question de la mémoire environnementale, ça paraît très intéressant aussi de pouvoir se rapprocher des associations naturalistes qui, elles, ont une vision souvent historique aussi de l'évolution des lieux. Donc, pas hésiter à voilà, co-animer ou demander des ressources, enfin, faire connaître leurs outils. Et puis, favoriser la mise en place d'actions intergénérationnelles, parce qu'il y a aussi les habitants eux-mêmes qui ont cette vision de l'évolution des lieux et qui peuvent participer à la transmission de la connaissance aussi des espèces présentes. Donc, nous, dans les groupes qu'on anime, on essaye le plus possible de laisser cette place, enfin voilà, de ne pas animer en tant qu'expert, mais vraiment plus en facilitant et laisser la place à ce qu'il y ait des temps de partage de voilà, quel jeu, par exemple, vous connaissez avec les plantes qui sont autour de nous, ou alors quels souvenirs vous avez en lien avec ce qui est autour de nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter des choses, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux autres là, enfin voilà, laisser des temps en fait. Ça peut être en marchant, ça peut être faire des étapes, mais voilà, de concrètement, et bien refavoriser cette transmission orale que Laura évoquait tout à l'heure. Voilà, merci. Là, c'est un exemple d'enquête qui a été menée avec des sixièmes d'un collège public près d'ici, à Écully. Avec la professeure de SVT, on avait ciblé, donc en partant de cette question d'amnésie environnementale, une dizaine de questions. Les élèves donc, sont partis avec une petite fiche A4 avec ces questions imprimées en questionnaire, où ils pouvaient mener l'enquête auprès d'un proche plus âgé, donc parents ou grands-parents. Et l'idée, c'est qu'il y ait au moins une génération d'écart. Et ensuite, déjà, ils ont pu partager entre eux, se raconter, faire des constats. Ils étaient assez surpris, en fait, du décalage d'expérience de nature au fil des générations. Donc, ce qui ressortait le plus, c'était finalement que le temps passé dehors avait beaucoup changé.
et qu'ils étaient surpris des fois de voir que leurs parents ou grands-parents pouvaient passer des journées entières dehors, alors que souvent c'était voilà, beaucoup moins de temps pour eux aujourd'hui. Et aussi, à travers les témoignages, ils ont pris conscience de l'urbanisation qui avait eu lieu, en fait, parce qu'il y a eu ce témoignage de l'évolution des lieux décrits par leurs proches. Voilà, donc là, c'était une restitution, mais partielle, que les élèves ont choisie lors d'une exposition de fin de projet. Il y avait tout un stand fait par les élèves. Merci Laura. Et voilà, encore une autre piste pour agir, partager. Donc vraiment, je vous encourage à essayer de, si vous ne le faites pas déjà, de co-animer avec d'autres personnes engagées, associations complémentaires, avec des approches diverses. Donc peut-être que si vous n'avez pas déjà d'approche naturaliste, ben, peut-être voilà, croiser, ça peut être intéressant, puis permettre de monter en compétences aussi au niveau de votre propre mémoire, on va dire, environnementale. Euh, et puis, continuer de partager aussi des outils pour aller plus loin. Donc, le livre Vive la nature en ville, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, mais voilà, il y a plein d'autres livres aussi. Là, dernièrement, j'en ai lu, c'est un qui s'appelle 20 000 ans d'histoire de la nature de Stéphane Durand. Et c'est aussi une ressource que je peux recommander par rapport à l'amnésie environnementale, parce qu'il revient sur 20 000 ans d'histoire d'évolution de la nature à l'échelle de la France. Donc c'est assez intéressant de voir aussi la présence des espèces, comment elle a pu évoluer au cours de cette longue période. Voilà, après, toujours continuer à partager aussi les outils développés par d'autres associations qui nous paraissent intéressants dans ce sens-là. J'ai l'impression que le temps file, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur tous ces points. Mais en tout cas, voilà, vous encourager à participer aussi à des temps d'échange de pratiques, de mise en réseau sur cette thématique pour aller plus loin. Donc nous, on a déjà organisé les 3 dernières années des journées sur cette thématique-là de l'amnésie environnementale, donc qui ont eu lieu à la Maison de l'Environnement à Lyon. Et donc, on espère, en tout cas, on a fait la demande à la métropole de Lyon pour nous soutenir sur l'organisation d'une prochaine journée à l'automne 2026, à laquelle vous êtes bienvenus si vous êtes intéressés. Voilà, on essaye de mélanger un petit peu des balades, des conférences, des ateliers, des temps d'échange de pratiques. Et voilà, je remercie aussi Laura parce qu'elle a quand même participé à 2 éditions sur les 3 pour le temps de table ronde. Donc, c'était un éclairage très intéressant pour cette thématique. Et puis, vous encourager aussi à former ou se former pour accompagner aussi vos publics plus régulièrement, peut-être au contact de la nature, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Merci Laura. Et merci à vous. Voilà, je repasse peut-être la main à Laura ou aux organisatrices. Merci de votre attention en tout cas.